Bonjour à tous et bienvenue dans Psyché, votre nouveau podcast 100% Swiss Made dédié à la santé mentale. Alors que la santé mentale devient un enjeu majeur de la politique sanitaire en Suisse et dans le monde, on a voulu plonger dans les méandres des troubles psychiques à travers des interviews, des témoignages, des récits de vie de nos patients, actuels ou anciens, de leurs proches, mais aussi de celles et ceux qui font vivre nos cliniques. Pensé et réalisé par les équipes des cliniques La Métairie et Grand Salève, ce podcast tentera de vous informer et de vulgariser, sans stigmatiser, sur les différents troubles psychiques que chacune et chacun peut croiser dans son parcours de vie. Vous pouvez retrouver notre podcast sur les plateformes d'écoute habituelles, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, et tous les liens sont disponibles dans la description. J'en profite pour vous inviter à vous abonner au podcast pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Laissez-nous aussi vos commentaires, vos questions. On fera de notre mieux pour y répondre et bien sûr, laissez-nous de bonnes évaluations. Cela permettra d'améliorer le référencement et de faire en sorte que la visibilité du podcast soit encore meilleure. Dans ce nouvel épisode de Psyché, on aborde une dépendance encore trop méconnue, la dépendance affective. Quand on évoque les addictions, on pense souvent à l'alcool, aux drogues ou aux jeux d'argent. Et pourtant, la dépendance affective, bien que moins visible, est tout aussi dévastatrice. Elle peut toucher les relations amoureuses, les relations familiales ou amicales, et ces mécanismes sont tout aussi puissants que ceux des addictions les plus reconnues. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux invités. Tanguy, dépendant affectif en rétablissement, qui témoigne de son parcours et de son passage à la clinique La Métairie, et Sylvie Vuez, responsable de l'unité des maladies de la dépendance à la clinique La Métairie. Ensemble, ils nous aident à comprendre comment la dépendance affective s'installe, comment elle se manifeste, et surtout comment s'en libérer. Un épisode essentiel pour mieux comprendre cette addiction invisible et briser le silence qui l'entoure. On vous souhaite une bonne écoute de ce 5e épisode de Psyché, votre podcast suisse sur la santé mentale. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté l'invitation pour ce nouvel épisode du podcast Psyché. Donc Tanguy, avant de discuter avec vous et de vous entendre sur la dépendance affective, je vais d'abord me tourner vers toi Sylvie. Est-ce que pour commencer l'épisode, tu pourrais expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices comment on pose un diagnostic sur une dépendance affective ? Bonjour Guillaume, bonjour Tanguy. Bonjour. Merci pour ce podcast, c'est toujours un moment très agréable. Comment on pose un diagnostic ? Alors c'est compliqué parce que ici en Europe, ce n'est pas un diagnostic. Il n'est pas considéré comme un diagnostic, mais nous constatons, nous, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont victimes de dépendance affective sous le couvert d'autres diagnostics. Et aux États-Unis, c'est clairement reconnu en tant que maladie. Ouais. Et comment on pose le diagnostic ? Très souvent, les personnes sont dans une détresse profonde, ont perdu la maîtrise de leur vie, ont des envies de mourir extrêmes. Des fois, font l'usage de beaucoup de médicaments ou de substances. Et lorsqu'ils les arrêtent, ils gardent quand même cette détresse, cette souffrance extrême. Et on se rend compte que pour la plupart, et d'ailleurs pour les suicides aussi, ça vient par exemple d'une rupture. Les personnes n'arrivent pas à faire le deuil, n'arrivent pas à dépasser le stade de la rupture ou n'arrivent pas à quitter la personne alors que la vie est devenue intolérable, qu'ils supportent des choses insupportables depuis extrêmement longtemps. Donc ça, c'est aussi des choses où on peut repérer une dépendance affective. D'accord. Dans les deux cas. Les deux extrêmes sont justes. Et puis aussi, on va dire que la base de la dépendance affective, c'est utiliser des substances ou avoir envie de mourir parce que quelqu'un considère que vous n'êtes pas valable à ses yeux ou que vous considérez que l'autre ne vous aime pas assez. Que votre vie et votre valeur dépend du regard de l'autre. C'est un esclavage extrême qui va amener une énorme souffrance, d'une énorme détresse. Ouais. Et puis, les personnes vont vraiment perdre la maîtrise de leur vie exactement de la même manière que les personnes qui consomment. Sans compter qu'ils vont aussi certainement basculer sur les produits parce que des personnes qui vont aller consulter pour dépression ou troubles anxieux, ils ne dorment plus la nuit, ils ne mangent plus. Et évidemment qu'on va leur donner des antidépresseurs, des anxiolytiques, ce genre de choses. Et puis, c'est quand même des molécules extrêmement addictives. Et petit à petit, ça va impacter tous les domaines de leur vie. Et tu disais, la plupart du temps, là, quand on dit dépendance affective, c'est une relation amoureuse.
Ça peut aussi être une relation amicale ou au sein même de la famille, par exemple, ça peut aussi se produire? Alors je pense que la dépendance affective, elle n'est pas due à l'environnement, c'est vraiment une structure, la personne est comme ça. Elle va dépendre du regard de l'autre et de fait de vouloir être aimée de tout le monde. Et évidemment que c'est épuisant et que ça va poser beaucoup de problèmes. Donc ça peut être dans la relation amoureuse, bien sûr, c'est là qu'elle va être le plus significative parce qu'il y a la rupture qui est susceptible d'arriver et qui arrive souvent parce qu'une des premières conséquences de la dépendance affective, c'est une jalousie pathologique qui a beaucoup de conséquences. Mais elle est pour tout, c'est-à-dire qu'on va aussi dans la dépendance affective, comme dans les produits, changer de cabine sur le Titanic, c'est-à-dire que la personne a fusionné extrêmement avec son père ou sa mère, par exemple, ou un frère et sœur, puis ensuite il a changé de cabine sur le Titanic, la première petite copine, mais ça peut être sur son employeur. Particulièrement les figures d'autorité vont amener à accrocher sur la dépendance affective, pour des dépendants affectifs. Donc les supérieurs, parce qu'ils vont avoir besoin, en fait, c'est pas tant d'être aimé, c'est d'être reconnu. Parce qu'ils n'ont pas ce besoin de reconnaissance. Voilà, un immense besoin de reconnaissance, parce qu'en eux, ça n'a pas pu se construire. Mais ça peut être pour n'importe quoi. Donc nous, on a beaucoup de personnes qui sont très dépendantes affectives de leur enfant. Donc ils vont faire tout pour eux, même réparer des choses qu'ils ne devraient pas. Là, ce matin, j'avais un entretien. Le monsieur, il voulait abréger l'entretien parce qu'il y a son chien qui l'attendait. Et la dame, elle était jalouse du chien parce que, en fait, ça exclut toute autre relation dans la vie de la personne. C'est vraiment un truc complètement exclusif et obsessionnel. Voilà. Donc, si la personne en face, alors un chien, c'est pratique, il est toujours content de vous voir. Quand c'est votre patron, quand c'est votre père ou que c'est votre conjoint, il n'est pas toujours centré sur vous, donc ça va devenir extrêmement problématique. On voit ces personnes où les enfants partent de la maison et ils font des dépressions. Je ne pense pas que ce soit tout à fait normal. Donc, je pense qu'il y a des problématiques de dépendance affective dans beaucoup de domaines qui ne sont pas identifiés. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour des burn-out. Et en fait, quand on fait vraiment l'anamnèse de façon pointue, on s'aperçoit que tout d'un coup, c'est parce que le directeur ou le patron ou le responsable ne donne pas assez de reconnaissance. D'après la personne. Ce qui pour moi est une reconnaissance normale quand on est dans un lieu de travail, mais tout d'un coup, ils vont mêler l'affectif avec le travail et ça va commencer à être terrible. Donc ils vont être en attente tout le temps de reconnaissance, ils vont plus dormir la nuit, c'est jamais assez bien, ils vont le faire toujours plus, ils vont s'épuiser. Et puis l'autre en face, il comprend pas ce qui se passe. Ils ne savent pas avoir des relations normales, à part être dans la fusion et le rejet. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la base, quoi. Très bien. Très longue réponse pour une bonne première question. Oui, il faut me couper des fois. Non, on ne coupera pas, non, on laisse tout au montage. Donc Tanguy, alors maintenant je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, tout simplement, vous êtes arrivé à la métairie et pourquoi? Alors, merci déjà pour ces questions. Moi, comment je suis arrivé à la métairie? Je suis déjà arrivé dans un état à la métairie où j'avais plus soif de la vie et je savais plus me positionner, à savoir j'avais plus aucune envie, j'étais vide, j'étais complètement vide en fait. Et j'ai cherché de la détresse, je cherchais à droite à gauche. En fait, j'avais une relation avec une personne et en fait, pour moi, la dépendance affective, elle se manifestait chez moi à ne pas savoir dire non à une autre personne en fait, et avec la personne avec qui je vivais. Et donc, en fait, je me suis fait complètement isoler. Et j'étais isolé complètement. Je me coupais de ma famille, de tout l'extérieur, et je sortais plus de chez moi, en fait. Et à un moment donné, ça allait pas. Et donc, j'ai commencé un tout petit peu à dire, il y avait des choses qui fonctionnaient pas. Et mon expérience a fait que c'est qu'à un moment donné, la personne avec qui je vivais, je me suis sauvé, en fait. Je me suis sauvé de la maison. Et je me suis retrouvé j'ai été demander de l'aide à mes sœurs, en fait. Et j'ai erré pendant 6 mois de sœur en sœur, en fait. D'accord. Et en prenant du recul. Et après, à un moment donné, en fait, après mes sœurs,
6 mois après, en fait, les vacances sont arrivées. Et la personne avec qui je vivais, avec qui j'avais cassé, m'a recontacté. J'avais des contacts et en fait, je me suis complètement fait réattraper et je suis reparti avec elle en fait. Et j'ai même appelé mes sœurs en disant je peux pas faire autrement. Je savais que c'était néfaste pour moi, mais j'ai pas pu faire autrement. J'ai une de mes sœurs qui m'a dit, ça me donne de l'émotion, je serai toujours là pour toi, mais je ne comprends pas ton raisonnement. Et donc je suis reparti et je suis reparti pendant 4 mois à la maison et à un moment donné c'est encore reparti et je me suis dit et là j'ai commencé à regarder et à me dire que la relation que j'avais avec cette personne ça serait impossible et que j'arriverais pas tout seul. Et là j'ai commencé à demander de l'aide et j'ai dans mon entourage quelqu'un qui connaissait la métairie et qui m'a dit appelle là-bas et j'ai appelé là-bas, je suis tombé sur un psychiatre et avec qui j'ai fait un diagnostic et qui m'a dit oui ça me semble bien de venir voir par ici. Et donc je suis venu et puis il me dit mais de toute façon il n'y a pas de place tout de suite, c'est là machin. Et puis un jour un jeudi on m'a appelé à la maison. Et on m'a dit, c'est bon, il y a de la place pour lundi. Et là, on se dit, oh là, est-ce que j'y vais ou pas ? Là, c'est concret, là. Et en fait, j'y suis parti. D'accord. Et Mal m'en a fait, et c'était vachement bien. Quand je suis arrivé, encore en plus, moi, j'avais pas compris qu'il y avait 2 services, en fait. Et en fait, on m'a mis en psy général. Mm-hmm. Et en psy général, je me suis un peu embêté. Pour être clair, c'était pas assez concret pour moi et j'avais réellement envie de m'en sortir et j'avais compris qu'il y avait un service qui s'appelait l'UMD, qu'il y avait une petite dame aux yeux bleus qui s'en occupait et j'ai poussé à droite à gauche en faisant savoir que j'irais bien à l'UMD et 2-3 jours après on a réussi et j'ai rencontré Sylvie qui m'a fait intégrer. Et ça a commencé à faire. On a commencé à faire le boulot dès 28 jours. Oui. Pour moi, ça a duré un peu plus que 28 jours, mais ça a été la première étape. Et je me souviens encore quand j'y étais, je suis arrivé, j'avais plus d'énergie. Je pleurais je pleurais toutes les 5 minutes. Et j'étais sous l'émotion. Et je me souviens parce que j'ai pris des substances, mais je prenais un peu d'anxiolytique, mais peu. Et les substances en tant que telles, j'en prenais pas en fait. J'en prenais très peu par rapport à mes collègues qui étaient là, qui prenaient beaucoup de substances. Et moi, je les regardais en disant mais je suis pas pareil que vous quoi. Et en fait, j'avais un mal de souffrance. Et à la fin, si j'ai envie de dire, on était pareil en fait. Et je pense que ceux qui prennent des substances, ils ont une dépendance affective. Et puis moi, si je regarde quand même, j'avais fini par fumer quelques pétards aussi un jour dans ma vie, même si j'avais arrêté à un moment donné. Et ça j'avais changé de cabine dans le Titanic aussi. Donc voilà. Voilà pour mon introduction. D'accord. Alors, moi, je me permets juste de revenir parce que j'ai trouvé ça intéressant. C'est 2 fois où vous avez eu la force de partir, de quitter la maison pour aller chez vos sœurs. Mmh. Et je me dis que la situation paraît grave. Enfin, vous avez ce sentiment de mal-être et tout ça, mais vous avez quand même la force. Il y a un moment où il y a eu un déclic avant de venir à la métairie, de vous dire non là, il faut que je parte en fait parce que ça va pas. Malgré le fait qu'après vous avez fait marche arrière, mais déjà. Ce travail sur soi, peut-être que vous avez ressenti à un moment donné à l'intérieur de vous, il y a une lumière qui s'est allumée, on dit non là Tanguy, il faut que tu te barres, sinon ça va pas aller. Pour moi c'est la soif de vie en fait. Moi ça va jusque là, c'est la soif de vie. Moi ce qui me sauve dans la vie encore aujourd'hui, c'est la nature. C'est la nature et je trouve que la vie est belle par la nature, par l'humain aussi, mais l'humain est compliqué. La nature, c'est sympa, on la regarde, et moi, ça me donne de l'énergie. Et sinon, je pense que je sais pas comment j'aurais fini. Si j'avais pas été chercher de l'aide, je pense que j'aurais fini par me foutre une corde au cou ou faire je sais pas quoi. Mais j'aurais mal fini. Et moi, en fait, ce qui m'a toujours sauvé, c'est de regarder le ciel le matin et dire la vie est belle.
dans la vie, je suis né un peu gâté. Je suis né dans une famille où financièrement ça allait. J'avais des parents globalement corrects. Ok, mon père est décédé vite, ceci, cela. Mais en tant que tel, là, et alors on me mettait dans la case en disant, mais pourquoi t'es pas heureux dans la vie? Un machin. Et donc j'étais pas heureux, et j'arrive pas à être heureux par rapport à cette dépendance, et par rapport, en fait, je disais oui à tout le monde et j'arrivais pas à me satisfaire de choses. Et comme dirait Sylvie, j'étais à fond dans l'enfant roi. Je ne supportais pas la contrariété. Et la contrariété me mettait en colère. Attends, voilà. Et là, c'est important aussi, peut-être, je sais pas si tu veux en parler, que Tanguy n'ait pas été seul quelque part et qu'il ait eu ses sœurs. Il a voulu s'en sortir, partir de chez lui, mais s'il avait pas eu peut-être ses sœurs, comme il disait tout à l'heure, voilà, je serai toujours là pour toi, etc. C'est aussi important d'avoir un petit cadre quand même familial ou autour pour pouvoir crier à l'aide et avoir quelqu'un qui te répond. Alors, c'est une question un peu délicate que je pense que, oui, Tanguy, il a eu la chance d'avoir ses sœurs, mais c'est une réponse délicate parce que, je vois Tanguy, il la quitte parce qu'il a l'expérience. Ce serait une très grave erreur de penser que les proches peuvent aider une personne dépendante. Comme il disait, voilà. je veux t'aider, mais je ne te comprends pas. C'est ça. Tout à fait. Et en fait, oui, elles l'ont soutenu, elles l'ont accueilli, mais c'est juste une soupape, un passage. Mais bon, Tanguy, elles étaient perdues, elles savaient pas du tout comment m'aider, en fait. Elles étaient incapables de m'aider. Quoi. Si, elles m'ont aidé, elles m'ont soutenu. Mais dans la démarche de m'aider, et on a cherché ensemble, en fait, parce qu'on savait pas, et on sait pas, est-ce que tu dois aller, où tu vas aller, comment tu vas. Après, je les ai épuisées, moi. Parce que je me suis retrouvé chez elles. J'étais un gamin de 4 ans. À pas savoir me lever, à pas faire ma bouffe. À un moment donné, le frérot de 50 ans qui arrive, on a envie de lui dire gentiment. En fait, la personne. Tu prends de la place, quoi. Voilà, c'est ça. Elle va attendre qu'une autre personne la prenne en charge. Ouais. Parce que l'immaturité émotionnelle, qui est une conséquence de cette maladie, va faire que la personne, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Mais il est incapable de gérer sa vie seul. Donc, d'un côté, la vie est absolument intolérable avec l'autre personne parce que c'est devenu sauveur, victime, bourreau et victime, bourreau. Donc, la vie devient extrêmement douloureuse et insupportable. Et puis, d'un autre côté, il ne sait pas par lui-même comment devenir responsable de son existence et il ne peut pas le trouver en lui parce que c'est une maladie et que ce n'est pas en lui. Donc, il faut trouver les bonnes personnes pour s'aider et les proches, malheureusement, se trouvent dans une impuissance totale. Moi, ce que je dirais, ce qui est la chose la plus importante que j'ai entendue chez Tanguy, et merci de l'avoir dit, c'est il a eu une enfance dorée. Il a eu des parents exceptionnels, il a eu des sœurs qu'il aime, il a été soutenu, il a eu une vie absolument normale, parce que c'est et c'est un peu mon combat, d'imaginer que ça vient de l'enfance. Alors, peut-être que pour certaines personnes, mais lorsqu'on est entre dépendants affectifs, il y a un panel d'expériences d'enfance où il y a autant d'expériences que de personnes. Et pourtant, on a 99% de similitudes dans les comportements que nous avons, les attitudes, les émotions, et surtout dans les conséquences de notre maladie. Donc ça, c'est très important, parce que très souvent, dans cet inconscient collectif, on pense que les personnes qui boivent, ou les personnes qui se droguent, ou les personnes qui, comme Tanguy, perdent la maîtrise, c'est un traumatisme, qu'il a été malheureux enfant et que le pauvre, c'est comme ça que ça s'est répercuté. C'est absolument faux, en fait. Moi, j'ai beaucoup de patients, et Tanguy en a rencontré plein, ou dans des environnements où tout allait bien et tout était normatif. Alors, pas parfait, parce que les humains parfaits n'existent pas, mais où il n'y a pas eu de traumatisme particulier. Et ça, c'est très important de le savoir. Mais nous, j'ai envie de dire, les dépendants, on a un avantage sur les autres. Et je vais le prendre comme un avantage, je fais exprès de le dire un avantage. C'est qu'on a une extrême sensibilité, en tout cas pour mon cas. Mais on ne sait pas la maîtriser, en fait. On ne la maîtrise pas du tout, cette sensibilité. Donc, on est bien embêté avec tout ça. Et donc, on apprend. Et en fait, moi, ce que j'ai appris, je pense, ici, dans les 28 jours, et après, moi, j'ai fait 2 semaines ou 3 semaines de plus, c'est que
on apprend à maîtriser de ces sensibilités. On apprend par des outils, par la méthode du Minnesota, on apprend à prendre du recul sur soi, à avancer. Et en fait, ici, moi, ce que j'ai appris à la métairie, c'est simplement plein de méthodes. Hein. Et puis, on apprend à dire qu'on a le droit de faire des rechutes, qu'on a le droit à faire plein de choses. Et on nous donne plein de petits outils qui vont nous aider à la sortie. Mmh. Et puis, même à un moment donné, quand on est ici, à un moment donné, on n'ose même plus sortir. C'est comme un cocon, hein. Ouais. C'est vrai que c'est comme si un enfant abandonné trouvait un foyer. Ouais. Hein. Mm-hmm. Parce que la dépendance affective, c'est une espèce de valse hein, qu'on danse bien sûr à deux, voire à plusieurs, dans ce triangle hein, de Cartman en fait. Oui. C'est jamais avec toi et jamais sans toi. Donc, avec la vie avec la personne est absolument intolérable parce qu'on est devenu complètement obsessionnel et c'est épuisant et c'est une très grande douleur de l'obsession. Et puis quand la personne n'est pas là, eh ben, on vit un manque extrême. Donc personne ne peut comprendre parce que quand on raconte ce qu'on vit avec l'autre, évidemment que les autres, nos proches disent « Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec une personne comme ça ? C'est intolérable, ce qui te fait vivre. Quitte-le !» Oui, c'est comme dire à un alcoolique « Mais pourquoi tu bois ? Arrête de boire, quoi. » Alors, et ce qu'ils ne comprennent pas, bien sûr, c'est l'effet de manque que ça va générer. Et même si la personne est la personne la plus horrible du monde, ça va générer un manque absolument intolérable. Donc c'est très... que souvent les personnes vont confondre par de l'amour. Ils disent, oui, mais quand il n'est pas là, il me manque. Oui, il te manque, mais ce n'est pas de l'amour, le manque. Et c'est un long chemin, enfin, si je peux dire. Ce qui va être... soigner la dépendance aux produits, c'est relativement rapide. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans de convalescence aussi pour ceux qui arrêtent les produits, parce qu'on va justement soigner tout le reste, donc cette dépendance affective, hein, dont on est l'esclave, hein, vraiment. Et ça, il y a un travail sur les émotions, sur les comportements, mais principalement sur l'interprétation. Nous n'avons pas la même interprétation du monde et des autres que les, on va dire, les neurotypiques, ou les personnes qui sont normales, normatives. D'accord. Et c'est très difficile à comprendre pour les non-dépendants à quel point on se met dans des situations inextricables, où on est dans des antagonismes perpétuels, où on veut tout et son contraire, parce que dans les deux, de toute façon, on souffre. Parce que la solution et le problème, il n'est pas chez l'autre, il est en nous. Alors, qu'on le quitte ou pas, le problème reste en nous. Quoi qu'on fasse, on peut déménager 15 fois, le problème reste en nous. Et on va tout le temps chercher à reproduire ce genre de choses, parce qu'on est un peu comme une petite moule perdue dans l'océan qui cherche un rocher sur lequel s'accrocher. Moi, j'ai envie de rebondir sur quelque chose, c'est qu'on a tellement, moi en tout cas, sur mon expérience, j'avais tellement, et je ne m'en rendais pas compte, que j'avais tellement peur d'être seul, que j'étais capable d'aller, de retourner avec une personne que je savais qui était complètement néfaste pour moi. Ce vide, c'était un vide existentiel, quoi. Et ça, on va le chercher, on le voit. Moi, je le voyais, je savais que c'était pas bon. Et que je voulais, comme quelqu'un qui va chercher une substance, hein, il sait que c'est pas bon pour lui, mais il va la chercher. Et encore en plus, sur la dépendance humaine, on va le dire comme ça, ce qui peut être encore plus un peu pervers, c'est que si la personne de l'autre côté, elle a aussi une pathologie à pas vouloir, hop, elle vous rattire. Et donc, entre guillemets, la bouteille, elle reste dans le frigo et on doit faire la démarche d'aller la chercher. Mais en dépendance affective, en tout cas pour mon cas, c'est que moi, la personne, elle venait me rechercher. Comme le dealer va rechercher, rappelle le consommateur. Et là, ça peut être super fort. Et moi, le nombre de fois où je le savais, j'avais décidé de plus communiquer avec la personne, et je la rappelais, elle me rappelait, et je la rappelais, je savais que je devais pas l'appeler, ceci, cela, et je le faisais. Et alors là, ce qui a été génial, dans les outils qu'on avait, ce qu'on nous a donné dans le programme, c'est les coups de téléphone. C'est-à-dire que moi, j'ai expliqué dans les groupes que j'ai faits, c'est que j'ai fini par avoir un acolyte qui me dit, mais la prochaine fois, tu m'appelles. Ouais. Tu m'appelles pour que ben je dis, ouais, mais moi, je t'appelle, mais je te connais pas. Ceci, cela. Et la semaine d'après, dans un groupe,
Je lui réexplique que en fait j'ai craqué et que je l'ai rappelé et que ça a duré 3 heures et que machin, mais qu'il fallait pas que je le fasse. Et il me dit c'est marrant parce que moi j'ai vécu la même chose, machin. Et je dis oui. Et puis en fait il m'a donné le tuyau et c'est comme ça qu'on a fait. C'est qu'il m'a dit appelle-moi. Et je dis oui mais j'ai rien à te raconter. Et il me dit c'est pas grave, tu me raconteras. Et on a appris. Et en fait cette semaine-là, je l'ai appelé tous les jours. On s'appelait pour dire bonjour, pour expliquer. Et le moment où elle m'a rappelé, où je pouvais pas, machin, au lieu de la rappeler elle, je l'ai appelé lui. Et en fait, le processus, ce qui est génial avec le programme Minnesota et tout ce qu'on a appris ici, c'est que ça a fonctionné. C'est-à-dire que au lieu de la rappeler, j'ai appelé la personne et il m'a dit tu vas faire un tour, tu vas faire autre chose, tu changes ton esprit. Et ça a marché. Et ça nous donne plein d'outils. Donc moi, je trouve ça fabuleux. Oui. Et c'est très important de voir, on fait une déviation à cette obsession. En fait, c'est vraiment créer des... En attendant qu'en parallèle, la personne grandisse en maturité adulte, ils vont utiliser des outils pour ne pas aller rechuter sur leur produit de choix. Et évidemment, comme vous disiez très bien, c'est... plus facile, entre guillemets, de mettre un produit de côté, on peut vraiment vivre sans, mais quand c'est une personne, l'autre il interagit aussi, et on n'est pas ensemble par hasard, donc c'est beaucoup plus compliqué. Malgré tout, ça reste le même principe. Il faut savoir que dans le modèle Minnesota, les thérapeutes, comme on l'a vu dans les autres podcasts, c'est aussi des dépendants en rétablissement, et avant que Tanguy appelle son parrain, il m'appelait tous les jours. Voilà. Tous les jours, on était en contact tous les jours et ça a duré presque 9 mois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est en fait, j'allais dire, le cadeau qu'on offre aussi à nos patients ici, que je ne pense pas qu'on trouve ailleurs. Ça, j'ai dit tout. Et c'est vraiment un accompagnement très serré, parce que et il faut avoir conscience que c'est une maladie extrêmement grave. Elle est tout aussi mortelle que dans la dépendance aux produits. On en a vu au premier podcast, mon frère, lui, il s'est suicidé suite à une rupture. C'est un trait typique de la dépendance affective. Et je pense qu'une très grande partie des suicides sont dus à des ruptures amoureuses. Moi, je pense que j'aurais fini par lâcher à un moment donné. J'ai jamais eu de tentative ni rien du tout. Je me souviens avoir dit, moi, j'habitais une grande maison avec un grand étage, et j'avais pas envie de sauter, Mais je me disais, à quoi bon qu'est-ce que je fous sur cette terre ? Et j'avais plus aucune motivation. Et quand je suis arrivé, j'étais vide à l'intérieur. Et désespéré. Dans une souffrance énorme, vraiment énorme, quoi. Et comme c'est une maladie évidemment progressive, ça ne part pas tout seul. Et c'est impossible seul, et sans traitement, elle va forcément toujours s'aggraver. Puis il y a des personnes qui vont aussi se suicider parce qu'ils ont perdu leur travail. Les burn-out et tout ça, c'est aussi de la dépendance affective. Il y a quand même quelque chose, tout d'un coup il y a un mur, et je pense qu'on pourrait faire de la prévention là-dessus. Mais si on parle de progressif, moi je suis complètement d'accord avec Sylvie, parce que quand je suis arrivé ici aussi, on fait tout un travail sur soi. Et une des étapes, c'est faire un peu l'histoire faire l'inventaire de sa vie et de tous les passages qu'on a pu vivre. Et moi, si j'ai regardé mes relations amoureuses, c'est monté crescendo. C'est monté crescendo. Et à un moment donné, dans ma vie, je me suis aperçu aussi que j'avais réussi à vivre seul aussi. Et que j'avais survécu. Et donc, ça m'a redonné une lumière en me disant, t'es capable de l'avoir fait. Tu peux le faire une fois. Mais j'avais pas les outils. Et aujourd'hui, la métairie, ça fait 3 ans maintenant. Oui, 3 ans. Aujourd'hui, et ça me met de l'émotion, je suis reconnaissant d'avoir fait tout ce boulot. Parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je sais ce que je ne tolérerai plus jamais. Et en fait, les outils, c'est moi qui les avais au fond de moi, en fait. Mais on m'avait pas donné la clé, j'avais pas compris, et le programme, je l'utilise encore vachement souvent. Je continue à aller dans les groupes, je continue à participer. Moi, j'ai une phase aujourd'hui où j'ai envie de transmettre, et j'essaie de transmettre le message à d'autres, à ma manière.
Et c'est fabuleux, c'est une courroie de transmission qui est fabuleux. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais pas si on peut, si vous êtes d'accord, non seulement pour moi et puis pour les auditeurs, peut-être quelques exemples concrets en fait dans ce mécanisme de progression et de dégradation, des exemples concrets dans la vie d'un couple où là, vous êtes dit, bah là, ça commence un peu à devenir un petit peu chaotique. Et puis, comme vous disiez, en plus, votre compagne était potentiellement avec des troubles aussi psychiques. Jusqu'où, en fait, l'autre s'en aperçoit et se dit, bah tiens, je vais lui demander plus. Peut-être ce que vous pouvez nous raconter, mais des exemples de la vie, en fait, et peut-être que ça pourra aider des gens à dire, tiens, moi aussi, j'ai vécu ça. Bah, si moi, je parle de mon expérience a été où c'est monté crescendo. J'ai une faculté où j'ai de la difficulté à dire non aux personnes. J'avais de la difficulté parce que maintenant, je sais dire non. Mais avant, j'étais incapable de dire non. Et donc, comme je ne savais pas dire non, c'était plus facile de dire oui. Et je me mettais dans le pétrin de plein de choses. Je disais oui à tout le monde. Mais à un moment donné, ça vient en contradiction. Et à ma compagne, je disais oui. Et donc, à un moment donné, j'avais plus de place pour moi, en fait. Je me donnais, entre guillemets, corps et âme aux uns et aux autres. Et à un moment donné, en tant que tel, j'avais plus eu aucune place pour moi, en fait. Et ça va jusqu'à s'effacer complètement et plus avoir de raison d'être, en fait. Et moi, c'était mon problème, quoi. Et ça, c'est monté crescendo. D'année en année, parce qu'au début j'avais des passions, et puis après à la fin j'avais plus de passion. Moi j'adore les bagnoles, à un moment donné je restaurais des voitures, puis à un moment donné je savais même plus restaurer. Ou j'achetais une voiture et puis je la laissais traîner, et puis voilà. Puis j'avais la faculté d'être l'enfant roi, donc j'achetais un truc, et puis dès que je l'avais, ça m'amusait plus. Et puis après j'achetais un truc où après il fallait que je demande à l'autre l'autorisation d'acheter, ou qu'est-ce que je peux faire avec, ou quoi aux caisses. Et l'autre vous donne son avis, mais ça vous importe peu. Puis en fait, c'était plus moi qui façonnait ma vie. Et si aujourd'hui je vois Tanguy 3 ans après, aujourd'hui je sais pas toujours tout ce que je veux dans la vie, mais j'ai une ligne directrice. J'ai appris ce que c'était 24 heures par 24 heures. Une fois de temps en temps, j'aime bien être encore enfant roi. Quand on me refuse quelque chose, ça m'énerve. Mais cette phase de dire 24 heures par 24 heures, c'est pas grave, la puissance supérieure, ça va t'apporter quelque chose. Moi, ma puissance supérieure, c'est de dire c'est pas grave, il y a bien quelque chose de beau qui va t'arriver. Et si ça arrive pas, c'est qu'il y a autre chose qui arrivera d'autre par derrière. Mais ce recul, c'est extraordinaire. Une fois qu'on arrive à maîtriser, entre guillemets, à intégrer ce recul, moi c'est génial, c'est un de mes meilleurs outils aujourd'hui. Oui. Sylvie, tu veux dire quelque chose ? Déjà, ça me parle tellement quand Tanguy s'exprime, c'est vraiment... j'aime bien pouvoir entendre des mots différents, c'est vraiment tellement parlant. Et je dirais que, en fait, vous allez tomber sur des personnes où il va y avoir de plus en plus de souffrance, où il y aura de plus en plus de contrôle, de plus en plus de jalousie, et de plus en plus de violence. Parce qu'en fait, le monter en crescendo, vu la perte d'autonomie, la perte d'estime de soi, et le contrôle total, parce que en fait, ça se co-crée, cette codépendance. C'est-à-dire que Tanguy ou n'importe qui ne sait plus rien faire sans l'autre, parce que la maladie a évolué. Donc il va tomber sur une personne qui va être de plus en plus costaud et qui contrôle de plus en plus, et ça va générer des conflits terribles. Parce que la personne elle-même, qui est un enfant roi, mais qui voudrait être autonome et qui se débat de l'être, qui en même temps dépend complètement de l'autre, mais qui ne veut pas dépendre de l'autre, ça génère des conflits terribles. Donc ça va être les reproches, les blâmes, ça va faire des disputes, ça va faire des conflits terribles et des incompréhensions absolues parce que les deux pensent bien faire. Et en fait, ils sont tous les deux coincés dans ce triangle. Et pour finir, il y a de la violence. Il y a de la violence. Ça commence par verbale, contre les objets, et ensuite il peut y avoir de la violence physique, clairement. Donc si en plus on met des substances là-dedans, avec, c'est le chaos total, quoi. Donc, et surtout la perte de sens. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie spirituelle,
parce que, en fait, la spiritualité, elle sert à donner du sens à la vie. Et c'est une maladie où on se sent, et il faut le vivre pour voir la souffrance que c'est ce vide, il faut l'avoir vécu. Il n'y a plus rien qui a du sens et il n'y a plus rien qui a du goût. C'est-à-dire que rien n'a de la saveur. Rien ni personne ne peut nourrir cette... Il n'y a plus rien. C'est le vide total. Et l'impression de vivre à côté de son corps, c'est une sensation atroce, en fait. Et ça va évoluer au fur et à mesure. Donc, on peut vivre ça avec la même personne pendant 30 ans, ce qui a été mon cas. Et ça a évolué dans le même sens. On est passé de sauveur à victime, de victime à bourreau. On a eu le même processus que si j'en avais eu plusieurs. Oui. À un moment donné, il faut se retrouver seul et puis pouvoir grandir soi-même en travaillant sur soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter l'autre si vous êtes un couple qui fonctionne plus ou moins bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut apprendre à vivre seul. Ça, je pense que tant que vous n'avez pas arrivé à être heureux seul, vous pouvez pas être... Vous n'allez toujours dépendre des autres. Et moi, j'ai toujours dit, il faut faire attention à ne pas faire trop pour les autres parce qu'ils ne savent plus faire par eux-mêmes ensuite. Sinon, la personne, pour pas combler ce vide, il va changer... On voit d'ailleurs ces personnes à qui on dit « mais t'es jamais seul, toi, t'as un succès fou » parce qu'ils passent d'une personne à une autre tout le temps. Ils vont attendre d'avoir trouvé une autre personne pour quitter l'autre. Parce que le passage, être seul avant de trouver quelqu'un d'autre, ils savent pas. On n'est pas capable de faire ça. Donc ça se fait automatiquement, c'est pas calculé, c'est complètement inconscient. Ouais. Donc soit il va passer d'une cabine titanique à une autre, soit il va changer de produit. Donc ça peut être alcool, drogue, médicaments, cannabis, tout ce que vous voulez. Mais avec les personnes, c'est la même chose. Il va tout le temps... Et le discours, il est toujours le même. Et je ne sais pas si ça va parler à des gens à l'extérieur. Mais celui-là, c'est toujours le bon. Oui, mais tu m'as déjà dit ça la dernière fois. Mais non, celui-là, tu ne le connais pas. Celui-là, il est incroyable, il est extraordinaire. C'est le bon, il est parfait, tout ça. Et c'est toujours le bon. Mais ça s'avère toujours qu'à un moment donné, ça devient le pire ennemi. Et on va dire aux proches que c'est le pire ennemi. On va dire toutes les misères qu'il nous fait, qui est en grande partie une interprétation aussi. Voilà, parce que cette maladie se co-crée ensemble. Et souvent, c'est ce qui va se passer. Donc, on est toujours dans ce triangle victime-bourreau. La famille va commencer à détester le conjoint. En disant, oui, à quel point il rend malheureux. Je vais t'en dire. Ça allait rappeler des choses. Et puis, quand vous êtes... alors, il commence à vous mettre la pression. Mais pourquoi tu restes avec ? Mais quitte-la. Pourquoi tu restes avec une personne qui te fait autant de mal ? Et t'es incapable de le faire. Mais oui. Alors donc, on est sous l'influence, on va quitter la personne, puis on se rend compte que le vide, le manque est tellement souffrant, qu'on a tellement envie de disparaître, qu'on retourne avec l'autre. Et là, on commence à s'isoler, à cacher, parce que les proches ne comprennent pas pourquoi, malgré tout ce qu'on leur dit de cette horrible personne, on continue d'y retourner. Et ça crée des situations conflictuelles dans tous les domaines de nos vies. Parce qu'on n'ose plus dire après, on se cache, on dissimule, comme avec le produit. On n'ose plus dire qu'on est retourné avec la personne. On n'ose plus dire que quand même elle nous manque, parce que les gens ne comprennent plus rien. Parce qu'on a passé des mois à leur raconter toutes les horribles choses qu'ils nous font. Et ça crée des situations terribles. Donc, on se fâche avec la personne avec qui on est, mais on va se fâcher aussi avec notre famille, avec la famille de l'autre, parce que bien sûr, l'autre fait pareil de son côté. Ça crée des situations très, très, très conflictuelles et dysfonctionnelles, et ça va s'étendre dans tous les domaines de nos vies. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas être, quand vous vivez un tel stress, vous ne pouvez pas être optimal au travail. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, vous ne pouvez pas avoir des loisirs, vous ne pouvez pas... Et ça va créer un isolement total. Est-ce que cette dépendance affective, hors couple, a eu des répercussions dans votre vie sociétale extérieure ? Ouais, alors moi, dans ma vie sociétale, oui. Alors moi à un moment donné, c'est clair que avant de rentrer à la métairie, à un moment donné, j'avais plus de force, donc je ne donnais plus rien et plus d'énergie pour rien. Et donc, pour le boulot, je donnais plus. Moi, j'étais mon propre patron et à gérer mes affaires. Je ne faisais plus rien. Et les seuls trucs que je demandais de l'aide à la personne avec qui je vivais et j'étais pas d'accord, mais je me laissais bouffer par rapport à ça. Et justement, à la sortie, ça a été la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi ? Comment je vais m'occuper et comment je retrouve
un mordant à quelque chose. Et comme beaucoup de gens qui sont ici à la métairie, moi j'en ai rencontré, qui avaient perdu leur job, qui avaient pu ceci, cela. Et on se reconstruit petit à petit, en fait. Et je reviens sur les 24 heures, être patient, entre guillemets, faire des listes de gratitude. Au début, je savais pas ce que c'était qu'une gratitude, mais se refaire des listes, être content. Moi, quand ça va faire rire, mais au début, à un moment donné, Sylvie, elle dit comment vous allez faire les choses. Et moi, je dis, elle me dit, mais organisez un peu chez vous. Mais je dis, bah ouais, mais moi j'ai une femme de ménage. Je sais pas. Elle me dit, mais faites votre lit le matin. Et en fait, j'ai commencé à faire mon lit le matin. Et les premières fois, en fait, j'étais content. J'avais fait mon lit. Et ben, j'avais gagné ma journée. Et je me remettais en route pour quelque chose. Et puis après, ça va du lit à dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie, quelle activité j'ai envie de faire, ou quoi, ou qu'est-ce. Et en fait, je me suis réhabilité des petites choses. Après, j'ai écouté Sylvie, il y a des fois, j'ai pas tout écouté. et elle avait raison, en général, elle avait raison. Mais c'était pas grave. Mais j'ai fait mes expériences, parce qu'on a le droit de se planter aussi. Et moi, quand je suis sorti de la métairie, je suis revenu, je suis resté dans la région, puis après, à un moment donné, je me suis dit, je vais repartir dans ma région natale, parce que j'ai tout mon cercle d'amis. Elle m'avait dit, oui, mais c'est bien, mais vous allez voir, les proches, c'est ce que c'est. Je suis reparti pendant 2 mois là-bas, 2 mois et demi, et en fait, elle avait raison, c'est que j'étais bien ici, et que mais j'ai fait l'expérience, et je me suis planté, et c'est pas grave. Et les vacances sont arrivées, qu'est-ce que j'ai fait pendant les vacances? J'ai tellement eu les jetons, c'est que j'ai rappelé l'autre, et je suis reparti avec elle. Et c'était la pire des décisions que j'avais prises. J'étais parti en Asie, j'ai traversé le monde par peur de ce manque, en fait. Ouais. Et j'ai mis 4 mois pour m'en sortir après, pour me reséparer et dire ok, j'ai compris. Mais à la rigueur, c'est comme un alcoolique ou quelqu'un qui prend une substance. J'ai fait l'expérience. Et après, j'ai les groupes qui sont arrivés, j'ai plein de choses qui sont arrivées et qui m'ont reconstruit. Mais il fallait que je passe par là. J'ai dévié le truc, je sais plus, mais voilà. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est super ce que vous dites, et puis merci pour l'histoire du lit. Je trouve c'est toujours ce que je leur dis de faire. Je trouve que c'est fondamental des petites choses de la vie quotidienne. Voilà, c'est ça. On se reconstruit avec les petites choses, pas avec des grands projets, des grands trucs. Que chaque petite chose du quotidien prenne du goût, de la saveur, du poids. Parce que la vraie vie, c'est pas que les grands trucs, c'est le quotidien. Et c'était aussi, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'était aussi très intéressant, que l'erreur, elle est faite pour... En fait, il n'y a pas d'erreur, ce ne sont que des expériences. Puis c'est en se trompant qu'on apprend. Et c'est ça qui est intéressant dans les groupes, c'est qu'il n'y a jamais de jugement. C'est-à-dire, jamais on va dire à ton Guillaume, mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas culpabiliser ou... On dit, ok, allez-y. D'ailleurs, vous m'appeliez souvent à cette période. J'ai allez-y, on regarde comment ça se passe, je suis là. Voilà. Et on a été comme ça, main dans la main, pendant ces 4 mois-là, jusqu'à que Tanguy, il était dans une telle souffrance, vous m'avez appelé, et puis il dit, non, mais là, c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose. Je dis, ok, revenez. Revenez, et puis on est reparti à zéro. Et c'est ça qui est chouette aussi dans ce programme, c'est que, comme nous, on a tous vécu ça, on connaît la difficulté extrême. C'est pas juste arrêter, et qu'il va falloir aller vérifier, il va falloir... la maladie est très puissante. Mais vous êtes toujours réaccueillis, vous êtes toujours accueillis à bras ouverts, il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de leçon de morale. Alors que les proches, ils font pas exprès, mais si vous dites ça à quelqu'un, il dit, mais écoute, ça fait 10 fois, pourquoi tu y retournes, ça sert à quoi? On le sait tout ça, mais comme vous l'avez très bien expliqué, on est conscient de ce qu'on fait, mais on est absolument incapable de s'en empêcher. Ça, je l'ai déjà dit dans les autres podcasts, c'est très intéressant de voir que c'est dans toutes les addictions la même chose. C'est les mêmes symptômes d'une même maladie. Et moi, j'ai envie de rebondir sur les expériences aussi. Et donc, moi, j'ai fait l'expérience et j'ai rechuté d'avoir fait 4 mois après. Après, j'ai fait tout un travail sur moi-même, à faire les groupes ici, à m'installer par ici.
et avancer. Après, si dans le programme Minnesota, on a plein de petits outils et on a plein de réflexions aussi. C'est que Sylvie, elle m'a offert une plante. Ah oui, je me souviens. Tu m'en avais parlé, mais il y a plusieurs années que tu offrais des petites plantes, des cactus. Elle m'a offert un cactus et on dit la première année, en fait, t'achètes une plante et tu t'en occupes. Et si la première année, t'as pas fait crever ta plante, c'est que tu as commencé à franchir une étape. Donc moi j'ai réussi et la première année j'ai pas fait crever la plante et puis j'ai un peu la main verte donc j'ai été aidé peut-être ou je sais pas quoi. mais ça m'a aidé, c'était là. Et puis à un moment donné j'ai voyagé ceci et il est arrivé et puis après on se dit mais bon Dieu mais moi comment je vais retrouver une relation, est-ce qu'un jour je vais retrouver une relation ou quoi ou qu'est-ce. Et après la plante, normalement, on dit la deuxième année, on a le droit d'acheter un chien. Un animal. Un animal, pardon. Un animal pour savoir si on sait l'entretenir et tout. Et la troisième année, on peut envisager une relation, peut-être. Alors moi, un jour, j'ai appelé Sylvie et j'ai dit, mais bon, est-ce qu'on n'a pas le droit de changer un peu le programme? Est-ce qu'on peut inverser la relation amoureuse et l'animal de compagnie? Voilà, moi, j'aime pas trop les chiens. Je préfère une femme. Et en fait, j'ai commencé et puis naturellement, Sylvie, elle m'a dit, vous faites ce que vous voulez, de toute façon. Et puis à la rigueur, je vous dirais non, mais vous allez y aller quand même. Oui. Et Tentons l'expérience. Et en fait, j'y étais à tâtons et en fait, j'ai recommencé une relation avec une personne. Et en fait, ce qui est vachement intéressant là, c'est qu'au début, je savais et j'avais appris à être indépendant, plus indépendant avec moi-même. Mais c'est revenu vachement vite. À un moment donné, je me suis laissé happer. Moi, j'avais envie de donner tout à la personne. Ouais. La personne avec qui je vis aujourd'hui, où on vit pas ensemble, mais où on est en relation forte, elle est vachement indépendante. C'est l'opposé de toutes mes relations. C'est une personne qui est indépendante, qui gère sa vie. Mais au début, moi, j'ai été envahissant. Je voulais être tout le temps à 100% avec la personne. Si elle avait arrêté de bosser, ça aurait été pas mal. Elle a passé plus de temps avec moi, ceci, cela. Mais en fait, comme j'avais fait le boulot sur moi-même et que j'avais les outils, premièrement, la personne en face, ma compagne, m'a dit « ça marche pas ». Et je me souviens d'une anecdote où un jour, elle revient de Paris et je lui dis, moi, j'arrive à Genève, allez, je vais juste te faire un bisou et après, je repars. Et j'ai insisté comme un malade. Et elle m'a dit non. Et en fait, le lendemain, je l'ai remercié. J'étais à l'hôtel, j'avais à l'hôtel, et je l'ai remercié de dire, c'est moi qui dysfonctionne, en fait. Je recommence comme avant, en fait. Je vais rechercher cette fusion. Ouais. Et en fait, avec les outils, avec ce que j'ai vécu, ça m'a permis. Et aujourd'hui, je ne vis plus du tout. Je ne vis plus du tout dans la fusion. Et c'est formidable. Et aujourd'hui, oui, je revis. Et j'ai envie de mettre le mot de la fin là-dessus. C'est extraordinaire ce que je vis. Je vis une période de ma vie extraordinaire. C'est une puissance extraordinaire. Et bien sûr que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de transmettre et ce que j'ai envie de dire aux uns aux autres, c'est qu'on peut s'en sortir. Je serai jamais guéri. Je suis tout le temps vigilant, mais on peut y arriver. Et aujourd'hui, c'est un peu mon boulot. Je veux dire, le podcast que je fais aujourd'hui ou quoi, où il y a des gens qui m'appellent, qui sont dans des situations où ils sont perdus. Et aujourd'hui, j'ai un de mes cousins qui un jour m'a appelé, qui a une situation différente, qui est venu faire un passage ici à la métairie. Et maintenant, j'échange avec lui et il me remercie. Mais moi, je le remercie, lui, par les échanges que j'ai avec lui. Et c'est lui qui me fait grandir. Et en fait, c'est ça la chaîne qui est extraordinaire de transmission. Ouais. Quoi, moi, j'ai appris ici. Voilà. Merci. Merci super, beaucoup. ça va être difficile de mieux conclure. C'est trop beau. Merci beaucoup Tanguy d'avoir accepté notre invitation. De rien. Merci d'avoir échangé avec nous. Plaisir. Oui, c'était un grand plaisir, vraiment.
C'est toujours Et puis tout tellement bon pour riche. pour l'avenir alors, Ouais, hein, tout que à ça fait. continue comme ça. Tout à fait. Merci Sylvie. Avec plaisir, Guillaume, merci à toi. Voilà, et puis Merci, Guillaume. je vous inviterai à nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute et puis rendez-vous à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir, Merci, au Guillaume. revoir. Au revoir, Tanguy.